Salut à tous, bienvenue si vous cherchez à comprendre quelque chose concernant l'échange des données bancaires entre la France et les autres pays, et notamment entre la France et Israël, bien sûr. Eh bien, restez avec nous parce que nous avons un pro de la fiscalité. Il s'appelle Nathanaël. Pardon, je rajoute un A, c'est comme ça. Cohen, c'est mon invité du jour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va ? Ça va très bien. Ouais. Alors, vous avez un parcours émérite, on peut dire ça. Vous étiez bachelier à l'âge de 16 ans, je crois. Vous êtes venu contre vents et marées, contre la vie familiale, vous installer en Israël. Vous avez bossé à partir de l'âge de 20 ans, je crois, dans un des plus gros cabinets d'Israël, un cabinet d'expertise d'Israël. Vous étiez déjà diplômé de votre diplôme d'expertise comptable. Ouais, dis donc, vous n'avez pas chômé. Ok, et puis aujourd'hui vous avez donc 3 activités. La première, un cabinet d'expertise comptable à Tel Aviv, à Rothschild. Ouais. Voilà, ça c'est une de vos activités. Vous avez aussi fondé une société de consulting où vous faites du conseil notamment en fiscalité. Voilà, ça s'appelle Natco Consulting, comme les 2 premières syllabes de votre prénom et de votre nom. Et vous avez aussi, puisque vous avez galéré, vous avez vu que c'était difficile cet examen d'expertise comptable, vous avez pensé aux autres, et vous avez créé une école de formation pour notamment préparer le dernier examen, le plus dur, l'examen d'État. Finansit, il s'appelle. Finansit Mikademet, cet examen qui doit donner des cauchemars à ceux qui nous écoutent et qui sont en train de le bachoter peut-être. 8 heures d'examen. 8 heures d'examen, voilà. Donc vous avez aussi cette école. On peut tout trouver sur le site www.natco-consulting.com. Là, au moins, comme ça, on a fait les présentations. Ça, c'est fait. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un sujet passionnant qui est brûlant d'actualité, on peut bien le dire, puisque il y a une loi qui devait déjà être mise en place l'année dernière, mais qui sera effective seulement au mois de septembre 2018, qui concerne l'échange d'informations des données bancaires entre les pays. Pas seulement bancaire, financière. Financière, c'est encore plus juste, exactement. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les comptes en banque, mais c'est tous les comptes annexes. Exactement. Voilà, les comptes fiduciaires, voilà, compagnies d'assurance, etc. Donc, ils ont pensé à tout. Ils ont voulu éviter le montage. Donc là, on va dire, tout sera transparent. Exact. Et donc, on ne peut plus rien cacher. C'est le but. C'est le but de cet échange. C'est un petit peu angoissant comme affaire. Alors, de quoi on parle en fait ? Cette loi, elle est partie d'où ? Regardez, avant tout, il faut comprendre comment l'imposition en Israël se déroule. Fonctionne. Exactement. Depuis l'année 2003, les Israéliens qui investissent à l'étranger, ils sont obligés de déclarer et payer les impôts en Israël sur les activités même étrangères. Avant, c'était uniquement territorial, c'est-à-dire juste sur les activités générées en Israël. Depuis 2003, c'est devenu aussi personnel. Oui, c'est-à-dire que l'impôt est devenu personnel, donc tout ce qu'on gagne, en fait... Qu'importe le lieu où les revenus ont été générés. On doit tout déclarer. Bon, bien entendu, il y a des conventions entre les pays pour éviter les doubles impositions. Mais il faut qu'Israël le sache. Il faut rendre des comptes à Israël à la fin. Donc quand on habite ici, c'est comme ça, l'impôt est personnel. Tout ce qu'on gagne, que ce soit aux États-Unis, en France, en Suisse, peu importe, on doit le déclarer. Déclare-moi. Après, je dirais s'il y a des conventions ou pas des conventions qui seront appliquées. D'accord, donc ça, mais c'est pas de là qu'est parti... Non, de là sont partis les investissements à l'étranger non déclarés. D'accord. À partir de cette loi, donc vous vous doutez bien que les investisseurs qui investissent à l'étranger, c'était un peu dans l'embarras de devoir déclarer aussi en Israël. C'est-à-dire, eux, ils se disaient, jusqu'à que l'administration fiscale arrive à m'attraper, par exemple, en France, c'est très compliqué, il n'y avait pas d'échange entre les administrations fiscales. C'était vraiment très, très compliqué. Disons qu'il y avait une grande, on va dire, une grande part de liberté pour les gens. Oui, ça passait sous le radar, en fait. C'est vraiment... On pouvait faire un peu ce qu'on voulait. C'est quasiment impossible pour le fisc. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Non, aujourd'hui, c'est très différent. D'accord. Alors, comment ça va se dérouler Alors, déjà, il faut dire que c'est la faute aux États-Unis. Déjà. Oui. La faute où... Les États-Unis, c'est eux qui ont enclenché la machine. Plus dur, en fait, que tout le monde. Les gens demandent la résidence. Les résidents fiscaux qui ont des comptes à l'étranger. Les États-Unis demandent leurs citoyens, c'est-à-dire tout citoyen américain qui a quelque chose à l'étranger, comme en Suisse à l'époque. Donc un citoyen américain qui aurait par exemple des comptes en Israël, il doit le déclarer. On est obligé de déclarer, même s'il est devenu israélien, même s'il est devenu résident israélien, il doit déclarer quand même aux États-Unis ce qu'il détient. Donc on clique aujourd'hui sur un bouton et on verra exactement tout le patrimoine. Ça, c'était Alors, les Américains
vous connaissez bien sûr la Suisse. La Suisse était à l'époque le pays d'évasion fiscale. Et le pays du secret bancaire. C'était le pays du secret bancaire. Les noms n'étaient même pas inscrits, c'était par numéro. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Depuis l'histoire du BS en 2008, les Américains ont décidé, ça y est, c'est fini, on va appliquer une loi qui s'appelle la FATCA. La FATCA, c'est Foreign Account Tax Compliance, c'est-à-dire on va maintenant demander, exiger à tous les établissements financiers des pays de devoir nous déclarer quel Américain a quelque chose chez lui. Et comme ça, après, ils pourront vérifier vraiment si ça a été déclaré ou pas déclaré. Alors, sur cet exemple très, on va dire, très particulier, on va dire que l'OCDE s'est aligné. Ils ont dit, puisque les Américains demandent la levée du secret bancaire et exigent d'avoir vraiment une vue d'ensemble très claire et très transparente sur toutes les opérations, nous aussi, on va faire pareil. On va appliquer notre FATCA, ça s'appelle le CRS. OK, et c'est le même esprit. C'est exactement, ça se base même sur les modèles de FATCA pour ne pas dépenser plus d'argent. Ils ont dit, on va se baser sur ce que la FATCA a fait. Donc vraiment, Donc tous les pays membres de l'OCDE se voient en 2014 ou 2013 ? En 2014, ils ont signé. Ils ont signé et donc ils sont... Avec le G20, c'est-à-dire c'est avec tous les pays du G20. Tous les pays membres, OK. Et donc ils se sont vus par cette loi obligés, on lève le secret bancaire. On va lutter contre l'évasion fiscale. L'OCDE, d'ailleurs, c'est une organisation européenne vraiment qui a pour but de faire de tous les pays d'Europe, on appelle ça en hébreu un réchette, c'est-à-dire un filet, que tout le monde soit dans le même filet, qu'on ait vraiment une transparence, une vision sur tout. Ils luttent contre la corruption. Alors, la question évidente est pourquoi Israël a signé, après tout, pendant des années, les banques je pense que c'est un peu quand même d'une certaine liberté des touristes, etc., qui venaient, qui faisaient parfois quelques économies, qui les déposaient dans les comptes, etc. Pourquoi Israël a signé pour la levée du secret bancaire? On entend souvent d'ailleurs... C'est du lachon hara, c'est pas beau. Comment ça se fait que des juifs vont délater sur des juifs? Souvent, j'entends ça en consultation. Les gens ne comprennent pas comment ça se fait qu'Israël a accepté. De signer la levée du secret bancaire. Je pense que la raison pour laquelle Israël a accepté de signer, c'est la même raison pour laquelle l'OCDE a également appliqué quelque chose comme ça. C'est-à-dire, Israël, si jamais ne veut pas signer, un pays qui n'accepte pas de signer, aujourd'hui, quasiment tous les pays, sauf Trinité et Tobago, ils ont tous signé sur la convention OCDE, apparaissent dans une liste noire. Ça veut dire qu'Israël n'avait pas le choix. S'il n'avait pas signé cet accord de transparence, on va dire, et cette participation à l'échange d'informations des données bancaires entre les pays, eh bien, ils étaient blacklistés, quoi. C'était vraiment, il y a une blacklist. Aujourd'hui, dans le site de l'OCDE, on peut rentrer, on voit la blacklist. Les pays qui n'ont pas, d'ailleurs, la Russie n'a pas voulu, jusqu'à il y a quelques temps, a accepté aussi de signer. C'est-à-dire tout le monde est obligé. Parce qu'après, les banques vont faire des problèmes pour les transferts vers ces pays de liste noire. Ça implique, il y a beaucoup de conséquences à ça. Donc, ils ont accepté. Ils ont accepté. Alors, comment ça va se passer concrètement? Donc, ça sera seulement à partir de septembre, c'est ça? Voilà, à la base, ça devait être à partir de septembre 2017. Ouais. Ils ont repoussé ça à septembre 2018, mais pour les données qui sont depuis le 1er janvier 2017. D'accord, ok. Donc, comment ça va s'organiser? Qu'est-ce qui va être transmis et Déjà, les données qui vont être transmises, c'est le nom, la date, le lieu de naissance du client. On va prendre comme exemple la banque, ok? Bien qu'on parle, on a dit des comptes financiers, on va parler de comptes bancaires. Date, lieu de naissance, numéro d'identification fiscale, le solde au compte en banque, les bénéfices qui ont pu éventuellement être générés par le compte. Vous savez, des actions, des intérêts bancaires, etc. Ils sauront vraiment combien chaque personne détient. Mais quand vous dites « il », ça veut dire que la banque israélienne, où on a ouvert son compte, transmettra des informations à tout le monde, sur demande. Ça, c'est une question qui revient souvent. Comment se passera ce transfert? Alors, il y a 3 échanges. Il y a 3 types d'échanges. OK. Le premier type d'échange, c'est l'échange spécifique, c'est-à-dire sur demande spécifique. Une personne X a un contrôle fiscal en France, elle va demander à Israël, dis-moi ce qui se passe avec cette personne. C'est vraiment une demande spécifique. Ils appellent ça même en hébreu spécifique. Donc une personne résidant en Israël a un contrôle fiscal en France, c'est ça? Non, un résident français qui a peut-être un compte en Israël. À l'étranger. Si jamais la France soupçonne, ils peuvent demander spécifiquement. C'est le premier échange, c'est l'échange spécifique. Le deuxième type d'échange, c'est l'échange spontané. C'est le contraire. C'est-à-dire, on va dans le même cas, un Français qui détient quelque chose en Israël. Si Israël soupçonne que cette information peut intéresser la France,
elle transmettra. Ça s'appelle spontané. C'est Israël d'elle-même qui trouve que les revenus sont un peu louches. Alors qu'aujourd'hui, ça n'intéressait personne. Bien sûr, et qui transmettra à la France. Et c'est une information qui ne lui sert à rien, d'ailleurs, Israël. Mais quand même, elle se dit peut-être que ça intéressera la France. Donc elle participe, elle montre patte blanche. Exactement, pour montrer, voilà. Pour montrer son entrain dans ce projet magnifique. Et la troisième type d'échange, c'est le plus connu et le plus gros, c'est l'échange d'informations automatiques de toutes les données financières, une fois par an, d'administration à administration. C'est-à-dire, à la fin de l'année, Israël recueille la liste de tous les résidents étrangers qui ont quelque chose chez elle. Et elle transférera ce listing à la France. Donc de tous les résidents étrangers. Et est-ce qu'elle transférera aussi la liste des Israéliens qui travaillent avec des pays étrangers ou qui ont des comptes peut-être à l'étranger? Alors ça intéresse Israël, ça intéresse moins la France. C'est surtout pour les Israéliens. Oui. Ça, c'est de l'autre côté. Les Israéliens veulent savoir qui a investi à l'étranger. Bien que c'est un peu différent parce que les Français avaient... Il y avait une raison pour laquelle beaucoup de personnes mettaient leur argent en Israël. En France, il y avait l'ISF. L'ISF, c'est l'impôt sur la fortune. Oui. En Israël, il n'y a pas d'ISF. Oui. Donc, en Israël, on peut toujours déclarer, voilà, j'ai 10 millions de dollars dans un compte en Russie, je ne vous dois rien en Israël. Il n'y a pas d'ISF. C'est juste sur les activités qui sont générées à l'étranger qu'on doit déclarer. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Et donc, c'est vraiment pays, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, Israël peut demander les Israéliens qui sont à l'étranger, la France peut demander les Français qui sont en Israël. Et chacun... D'accord. Donc, spontanément, spécifiquement et automatiquement. On comprend que c'est une loi qui va bien sûr lutter contre l'évasion fiscale. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, un moyen de calmer un peu le jeu et de préserver au mieux ses intérêts? Il faut comprendre aussi que les banques aujourd'hui, elles sont vraiment méfiantes. C'est-à-dire... Très méfiantes. On entend très souvent, fois même plus que la loi. Vous savez, il y a des jeunes entrepreneurs qui, par exemple, ont une activité tout à fait normale, qui ont des clients qui vivent en Israël, qui ne voyagent même pas très souvent, 1 à 2 fois par an, tout à fait normalement, mais dont les clients se trouvent à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, etc., c'est facile de travailler à distance. Et lorsqu'elles reçoivent de l'argent de leurs clients, qui sont situés dans d'autres pays qu'Israël, c'est très compliqué à la banque. On les regarde de travers. Il faut comprendre pourquoi aussi. Vous savez, la banque a une raison. Vous savez, lors de la FATCA pour les Américains, la banque Leumi a reçu une amende de plus d'1 milliard de shekels pour coopération avec les Américains ayant des comptes en Israël. Donc, tout le monde a peur. Les banquiers ont une responsabilité personnelle. Ils ont des consignes à remplir. Et ils essayent des fois... par leur réticence et leur méfiance, de faire du zèle. Non, d'inciter les résidents à ne pas ouvrir chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Ils font même des fois signer, il faut faire attention d'ailleurs, ils essayent de faire signer une résidence fiscale française alors qu'une personne est résidence israélienne, en pensant que c'est juste une citoyenneté ou quelque chose comme ça, pour ne pas prendre de risques, pour dire voilà, je vous ai dit, au cas où, on ne sait jamais. Ils sont vraiment, vraiment méfiants. Moi, j'ai assisté plus d'une fois à des banquiers qui disent « Ah non, les khadaj étrangers, non, je veux pas recevoir d'argent de France, je veux pas recevoir. » Ils veulent pas. Ils ont une responsabilité personnelle. C'est même le banquier qui lui, accepte ce transfert est responsable. D'accord. Donc, on était sur la question, est-ce que, pourquoi les banques sont tellement méfiantes? Donc, vous avez expliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, des fois même, les banques, elles ont des mesures qui ne sont pas légales. Moi, plus d'une fois, ça m'est arrivé personnellement, qu'on me demande d'attester des comptes en tant qu'attestation d'expert comptable, que ces comptes ont été déclarés, par exemple, que ces bilans ont été déclarés, et tout a été déclaré en 2010. Maintenant, en 2010, je n'étais pas expert comptable. J'étais pas expert comptable français. Un expert comptable israélien ne peut pas être expert comptable français en même temps. Donc, ils demandent des attestations, des documents qui sont vraiment, limite des fois, impossibles à avoir. Et quand le pauvre client arrive et dit « je n'ai pas réussi », voilà, tu n'arrives pas, tu n'as pas coopéré, donc on va pas t'ouvrir, ou on te bloque. Pas t'ouvrir le compte. Donc oui. On te bloque les fonds. Tu ne peux pas avoir accès à tes fonds. Ils peuvent bloquer les fonds. Tu as reçu de l'étranger. Et si on leur dit « on va vous poursuivre », ils disent « poursuivez-moi, moi j'aurai une attestation du tribunal qui a validé ça ». Ils préfèrent même des fois être poursuivis par la loi. Plus d'une fois, d'ailleurs, récemment, la banque à Poalim, elle a été obligée par son juge d'accepter des chèques d'une certaine société qu'elle n'a pas voulu accepter. Mais au moins, elle est tranquille. Elle se dit, OK, il m'a poursuivi, la banque a attesté. Ils ont peur, c'est tout. Ils sont comme les clients. Alors, est-ce qu'il y a des solutions légales pour débloquer ces comptes Regardez, toute la question. Ouais, j'ai compris. Excusez-moi, je vous laisse pas parler. Non, mais j'ai posé ma question. Toute la question,
c'est aussi de savoir est-ce que la personne est résidente israélienne ou résidente fiscale française à la fin. Parce que quand la banque veut récolter le maximum d'informations, c'est pour le transmettre à la France pour son résident fiscal français. Donc c'est-à-dire que si la personne est résident fiscal israélien, c'est différent déjà. Les banques, elles disent, voilà, si vous êtes 183 jours par an, je vous considère comme résident fiscal israélien. Maintenant, la résidence... Si vous êtes 183 jours par an présent dans le pays... Ou 425 sur les 2 dernières années, plus D'accord, 37 années. mais ça veut dire qu'il faut en temps de présence. Être présent. On peut aller au Misra d'Apnim, on demande Knisot Veitziot, les entrées et sorties. Et on fait le décompte vraiment. Combien de temps il a 185. Ok, on demande à Ishur Tojvud, un certificat de résidence fiscale. Et la banque voit ça. Dans la banque conditionne la résidence seulement en fonction des jours. Ok. Ce qui peut être des fois un problème. Oui. Parce qu'on peut avoir son centre de vie en Israël et traverser le monde pour des raisons personnelles. Voilà. On peut avoir des enfants à l'étranger, on peut passer beaucoup de temps en dehors d'Israël. Et c'est pas facile à déterminer. Prenez l'exemple d'un retraité qui voyage un peu partout, qui n'est 6 mois dans aucun pays. Ça peut arriver. 3 mois, 3 mois. Alors, dans quel pays il sera résident fiscal? La banque lui dit non, tu n'es pas résident, tu n'étais pas 183 jours. Donc, les impôts ont rajouté quelque chose qui s'appelle le Merkaz Chaim. Merkaz Chaim, c'est le centre de vie. Des fois, moi j'ai vu personnellement plusieurs cas qui ont été approuvés. Ça aide. Si on arrive à justifier aux impôts, voilà, j'ai un appartement ici, on donne les factures d'électricité, d'eau, d'Arnona. On prouve qu'on vit ici, on prouve qu'on a des enfants à l'étranger, c'est pour ça qu'on voyage. On a fait d'Israël notre pays principal. Central, on va dire. Et Israël peut accorder, sous forme des fois de rulings, c'est-à-dire des attestations spécifiques pour les personnes, une résidence fiscale, bien que la personne... Et ça donne comme avantage aux personnes? Déjà, de rassurer un peu plus les banques. D'accord. Parce que le fisc a attesté cette personne comme résident fiscal. Donc moi... Ça rassure. J'ai pas fraudé. C'est-à-dire, il doit rendre des comptes à Israël à la fin. D'accord, donc ça rassure. Ça rassure énormément. Donc c'est très important d'être considéré comme un résident fiscal. Il faut bien comprendre que c'est pas la LIA Boeing qui a été faite, c'est-à-dire on vient, on a une Teudat Zehut, on repart à Paris. Résidence fiscale, il y a citoyenneté résidence. On parle d'une résidence. Bien sûr, on a compris. Bon, voilà, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi. On l'a survolée, on a fait un petit tour, mais c'est vrai que il faut pas paniquer non plus. Ça veut dire que ça va être en place au mois de septembre. Bon, pour ceux qui n'ont rien à se reprocher, qui font les choses normalement, il n'y a pas de quoi paniquer. Non, il n'y a pas de quoi paniquer. Il faut comprendre aussi que lorsqu'on voit le banquier paniquer, on panique aussi. Et on dit... Ça arrive. C'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est la panique à la banque. Donc c'est normal que les personnes paniquent aussi. Ouais, parce que les banquiers sont un peu sur des œufs parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment ça va se passer. D'ailleurs, Israël est en train d'instaurer vraiment des lois, des mesures qui soient un peu plus souples. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas normal. Maintenant... Pour les personnes qui se disent bon, ok, on va tout raconter, on va tout déclarer, qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux aller avouer. Il y a une possibilité comme ça. Moi, je connais des personnes qui sont parties en France, qui ont dit voilà, toutes ces années-là, j'avais ça, je ne vous ai pas déclaré. La France a permis une déclaration spontanée, ça s'appelle en hébreu le Gilui Meratzon. Ça, c'est important. Ça s'appelle le Gilui Meratzon. Bon, elle est assez chère, cette déclaration spontanée. Mais au moins, on règle le dossier, c'est-à-dire on nettoie le dossier en avouant. En Israël aussi, ils ont permis ça, le Gilui Meratzon. D'ailleurs, ils ont fait rentrer dans les caisses des milliards grâce à ça. Ils n'arrêtent pas de rallonger la date finale de Gilui Meratzon. Et il y a encore une chose qui s'appelle le Eskem Shuma, c'est les accords avec les impôts. On peut, dans certains cas, arriver à un accord avec les impôts que l'administration fiscale elle-même atteste la provenance des fonds et la source qui n'est pas de blanchiment d'argent. On va dire que jusqu'à l'entrée vraiment la mise en fonction de cette loi, l'application de cette loi dans le quotidien, septembre 2018, il y aura encore une certaine tolérance. On peut encore arranger les choses, même peut-être après l'entrée en vigueur de cette loi. Il y aura sûrement quelques mois ça va prendre pour du temps. arranger les situations un peu complexes. Mais en tout cas, on a mieux compris pourquoi Israël a adhéré. Vous savez, le premier transfert d'ailleurs aux Américains s'est déroulé en juin 2016, alors que cette loi était appliquée déjà depuis, c'est-à-dire on avait parlé au Sénat en 2010, elle a été appliquée en 2014, c'est-à-dire c'est repoussé. On repousse souvent, mais quand même, il faut prendre des précautions, puisque vous savez, d'un jour à l'autre. On prend les précautions, c'est pour ça que vous êtes là, pour nous en parler, pour nous alerter. On peut bien sûr vous contacter si on veut plus d'informations. Vous avez une mine de renseignements, vous connaissez plein de choses. Sur votre site internet, peut-être, c'est là-bas natcoconsulting.com. natcoconsulting.com, c'est facile. Voilà. D'ailleurs, je rédige quelques articles à ce sujet, d'ailleurs.
Ouais. sur les échanges. Oui, on a dit, vous êtes une information, vous connaissez tout. Merci beaucoup, Avec plaisir. Nathanaël, d'être venu jusqu'à nous, de Tel Aviv, pour nous parler de cette levée du secret bancaire. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.